Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le cours sur le Parkinson. Donc, j'ai mis ici en référence le site parkinson.ca. Donc, vous allez avoir plus d'informations sur ce site-là. C'est un bon site de référence sur les informations sur le Parkinson. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est le Parkinson? Le Parkinson, en fait, c'est important de savoir c'est quoi la définition du Parkinson puis quelle zone du cerveau qui est atteint. En fait, c'est une maladie neurodégénérative. C'est des troubles de mouvement. Donc, nous, on va en avoir beaucoup des personnes âgées atteintes du Parkinson. Il y a aussi des personnes plus jeunes qui sont atteintes du Parkinson. En fait, c'est la perte de cellules dans le tronc cérébral. Donc, très important de savoir c'est où l'atteinte. C'est dans le tronc cérébral au niveau de la substance noire. Donc, en fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est une problématique au niveau de la dopamine. Puis la dopamine, c'est un neurotransporteur que sans ça, le mouvement est plus difficile. Au moment du diagnostic, on va valider au niveau de la substance noire pour s'assurer qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Bon, d'où ça vient, c'est James Parkinson qui a découvert la maladie, donc d'où le nom, la maladie de Parkinson. En fait, c'est 100 000 Canadiens et 10 millions de personnes dans le monde qui sont atteints. Au Québec, il y a environ 25 000 personnes. C'est aussi une maladie qui affecte davantage les hommes que les femmes, 3 pour 5. En général, l'âge moyen d'apparition, c'est 55 ans. On peut voir certaines formes précoces avant 40 ans, mais en général, c'est plus des gens âgés. Et puis évidemment, plus on augmente, c'est une personne sur un quarantième de la population à 80 ans et plus versus 1 sur 400 à 60 ans. Donc, c'est une maladie que le vieillissement aggrave. Donc, les causes du Parkinson, évidemment, c'est le vieillissement. Au niveau de la génétique, il semble avoir la forme, ceux qui l'ont très tôt, il semble avoir une composante de génétique. Il y a des hypothèses que les toxines ou comme les pesticides, ça pourrait avoir un impact. Donc, il semble dire que les agriculteurs seraient plus à risque, puis des personnes en milieu rural. Il y a encore des études à faire. Le mode de vie, il n'y a pas encore assez d'études, mais les exercices semblent protecteurs. Il semble avoir des études, mais c'est pas encore clair. C'est question de si c'est pas aidant, la caféine, la cigarette. Donc, c'est embêtant à ce niveau-là. Ça sera peut-être bien la seule chose que ça pourrait aider. Bon, le diagnostic, c'est très important de connaître les 4 signes principaux, qui sont les tremblements de repos. On parle d'une vitesse de 4 à 6 Hz. Je vais vous inviter à aller voir les vidéos que je vais mettre plus loin pour démontrer c'est quoi, pour que vous ayez une meilleure vision de quelqu'un qui a le Parkinson. On va voir les tremblements. Au début, ça commence juste d'un côté, puis on appelle ça comme le geste d'émiettement. C'est comme si on voulait émietter carrément entre son pouce et son index un petit morceau de pain. C'est sûr que quand il bouge, ce tremblement-là, il n'est pas présent. Donc, c'est au repos. Donc, au mouvement, il n'est pas présent. Akinésie, c'est que là, il y a une diminution des expressions faciales, une diminution des clignements d'yeux, il y a un excès de salive, la déglutition est plus difficile, on voit vraiment le mouvement qui est plus lent, la dextérifine est plus difficile, on voit les mouvements, l'habillement, mettre des boutons, ça devient difficile, des petits pas à la marche, vous allez voir, ça c'est très classique des gens qui ont du Parkinson, c'est des tout petits pas à la marche, puis bradykinésie, c'est les mouvements plus lents. Puis à un moment donné, ils deviennent très rigides, très penchés par l'avant, puis on voit que, surtout d'un côté atteint, la rigidité est plus présente, donc il y a moins de mouvement au niveau du bras du côté atteint, puis après ça, ils deviennent plus instables plus tard. Il y a des troubles d'équilibre, puis des chutes qui sont fréquentes. Ensuite, le diagnostic, c'est fait par un neurologue. Il y a plusieurs types de tests qui peuvent être faits. Souvent, on peut avoir un Parkinson versus un syndrome parkinsonien. Ce que ça veut dire, c'est que le syndrome parkinsonien, on a les symptômes sans nécessairement avoir le diagnostic clinique qui va avec. C'est souvent associé à d'autres pathologies, comme on a parlé un peu plus tôt au niveau de la démence à corps de Lewy. Ce qu'on peut observer, les diagnostics qui se font, bien, vous n'avez pas besoin de les savoir. Là, ici, j'ai mis une liste de syndromes parkinsoniens qui ressemblent au Parkinson, mais en fait, ce n'est pas du Parkinson. On parle de l'atrophie multisystémique, on parle de la paralysie supranucléaire progressive, de la dégénérescence cortico-basale, on parle de la démence à corps de Lewy, que ça, on a déjà parlé, qui est aussi associé avec des hallucinations. Il peut y avoir des infarctus qui peuvent avoir un impact. On peut avoir de l'hydrocéphalie qui donne des symptômes parkinsoniens sans nécessairement l'avoir. Pas besoin de les savoir, je les ai listés ici, ça va vous donner une idée. Mais les critères de diagnostic du Parkinson sont les suivants. Bradykinésie, c'est un mouvement plus loin, plus lent. Il y a de la rigidité, du tremblement de repos, de l'instabilité posturale, puis il faut exclure toutes les autres causes. Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que ces gens-là vont avoir des tremblements d'un seul côté, puis surtout au repos. Quand ils bougent, les tremblements cessent, ça évolue progressivement, puis au début, ça commence juste d'un côté, puis ensuite, ça s'en va des deux côtés.
La médication qu'on donne, c'est le levodopa. Puis si on voit que la personne elle répond bien, ça veut dire que ça confirme un manque en dopamine, donc ça aide. Ensuite, la levodopa, ce qui arrive, c'est que quand la médication, il y a une période off, ben là, il y a plus de dyskinésie, plus de troubles de mouvement. Donc ça nous dit, bon, ça marche très bien. Puis s'il y a une période off qui est présente, c'est-à-dire qu'on a plus de dyskinésie, ça indique aussi qu'il y a une bonne réaction de la médication. Mais c'est une des principales problématiques de la médication pour le Parkinson, c'est quand il est en période off que la médication ne fait plus effet, il y a plus de dyskinésie. Ça veut dire qu'en même temps que la médication marche, mais l'effet secondaire est très important. Si ça continue de bien réagir pendant 5 ans, ça veut dire que c'est possiblement le Parkinson. Puis, un Parkinson, ça évolue au moins pendant 10 ans, donc ça peut se dégrader. Ce qu'on va observer chez les gens qui ont du Parkinson, j'ai aussi mis en document de référence les autres signes du Parkinson que vous allez voir dans vos documents de référence. C'est des gens qui ont des troubles de sommeil. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils vont s'endormir le soir, mais ils vont se réveiller en plein milieu de la nuit. Ils vont se mettre, on peut remarquer même certains signes, puis dire, certaines personnes semblent dire que c'est un signe précurseur du Parkinson. Les gens qui crient, qui parlent, qui lancent des objets la nuit, sous forme de troubles du sommeil, ça semble être un des signes du Parkinson. Souvent, le jour après ça, ils s'endorment, mais écoute, on s'entend, une personne sur 3, ils dorment pas bien. Puis ensuite, ils peuvent avoir des syndromes de jambes sans repos, c'est-à-dire les jambes qui se contractent toutes seules. On observe ça chez 2 personnes sur 10. Un autre des signes, c'est la constipation, parce que le Parkinson, ça affecte tous les systèmes. Donc, 3 personnes sur 4 ont des problèmes de constipation. Puis, au niveau de l'urgence urinaire, ils ont souvent des envies pressantes d'hyperactivité. Mais ça peut être aussi associé au risque de chute. On va en parler dans le prochain cours. Mais quelqu'un qui a une envie pressante d'uriner puis qui veut se rendre rapidement en toilette, mais qui a la démence du Parkinson, qui est des petits pas, ça peut être très problématique. Puis des fois, ils peuvent même avoir de la difficulté à vider leur vessie, puis ça peut créer des infections urinaires. Puis là, on a parlé précédemment, les infections urinaires peuvent amener des déliriums, d'autres problèmes. En fait, ils se lèvent souvent la nuit pour aller uriner. La nicturie, c'est défini comme le fait de se lever la nuit. Ça devient problématique chez une personne âgée à partir du moment qu'il se lève plus de 3 fois par nuit. Donc, imaginez si on se lève à toutes les heures. Après ça, le sommeil est plus difficile. On a aussi remarqué de l'hypotension orthostatique. Ils ont aussi des troubles du désir, de dysfonction érectile. On va avoir l'œdème dans les jambes. Il y a certaines personnes qui ont même de la transpiration excessive. Puis particulièrement durant les périodes off de la médication ou quand ils ont la dyskinésie, donc ça serait peut-être un effet secondaire au niveau de la médication. Des fois, ils ont souvent des crampes, des raideurs, et ont une posture qui est beaucoup enroulée, donc ils peuvent avoir des douleurs. La déglutition ne se fait pas bien, donc ils perdent leur salive. Ils peuvent même avoir de la difficulté à avaler, qu'on appelle la dysphagie, à cause du manque de contrôle musculaire. À l'occasion, on peut avoir des troubles de vision, mais c'est plus rare. Dans certains stades, on peut avoir des troubles cognitifs, mais surtout au stade avancé. Il peut avoir la dépression aussi. C'est à peu près un Parkinsonien sur 2. C'est quand même quelque chose. Puis il peut avoir l'anxiété, de la panique, particulièrement dans la période off de la médication, parce que comme je vous disais plus tôt, il y a il y a des effets au niveau de la dyskinésie, donc ça amène des gros effets secondaires au niveau de la médication, mais comme essentiel pour fonctionner. Il y a certains cas qui peuvent avoir des hallucinations, des délires. Ça, c'est en général visuel. Ça peut être en lien aussi avec la démence à corps de Lewy. Puis les troubles d'impulsion, ça c'est quelque chose que j'ai observé aussi chez certains Parkinsoniens, jeu excessif, hypersexualité, boulimie, exécution de tâches à répétition, on appelle ça du ponding. C'est associé aux troubles au niveau du cerveau. Il y en a certaines personnes qui remarquent des changements au niveau de l'odorat, perte d'odorat en lien avec la maladie, nausées, vomissements. C'est des fois à cause de la médication, puis il y a moins de mouvements gastriques. Puis des fois, il peut y avoir des pertes de poids, perte plus que gain, on ne sait pas trop pourquoi en fait. Donc, il y a des stades d'évolution. C'est important d'avoir une idée, mais je ne vous les demanderai pas spécifiquement dans un examen quels sont les stades d'évolution. Au début, c'est des symptômes qui sont juste d'un côté. C'est surtout les tremblements, la raideur et la kinésie qui sont les 3 principaux symptômes. Après ça, ça commence à aller des 2 côtés. On peut rajouter à ça les problèmes d'élocution. Puis on peut avoir de plus en plus la posture qui est déformée puis des difficultés à marcher. Donc, c'est plus au stade 2. Après ça, au stade 3, c'est vraiment des 2 côtés. Puis là, c'est là que les problèmes d'équilibre apparaissent. Puis là, l'autonomie, elle n'est pas encore affectée, mais on commence à avoir un risque de chute qui est quand même augmenté. En stade 4, là, c'est l'invalidité qui est présente. Mais en général, la personne est encore autonome, mais là, c'est encore plus de fluctuations avec la médication. Le mouvement est de plus en plus lent. Puis au stade 5, on peut avoir des gens qui sont confinés au fauteuil puis alités.
Donc, les traitements de la maladie de Parkinson, le principal but, c'est d'atténuer les symptômes pour qu'elle puisse vaquer à ses activités de la vie quotidienne. C'est sûr qu'actuellement, on ne peut pas guérir, mais on essaie d'aller diminuer les symptômes parce qu'imaginez quelqu'un qui a un tremblement constamment, qui a une rigidité, puis vous allez voir avec la démarche du parkinsonien, c'est très difficile à ce moment-là d'aller marcher puis de fonctionner dans le quotidien. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est un débalancement entre la dopamine puis l'acétylcholine. Dans le fond, on veut diminuer l'acétylcholine au niveau de la médication, puis on veut augmenter la dopamine. Donc, c'est pas nécessaire de savoir exactement le nom des médicaments, c'est pour vous donner une idée, parce que quand vous allez voir ça dans vos dossiers, vous aurez une meilleure idée. Donc, il y en a certains qui vont augmenter le levodopa, c'est lui qu'on voit le plus, il va augmenter la dopamine. Fait qu'on veut des dopaminergiques, c'est-à-dire qui vont aider, puis on veut des anti-acétylcholine, donc qui vont essayer de diminuer l'acétylcholine. Donc, toute la médication, elle joue à retrouver l'équilibre entre la dopamine et l'acétylcholine. Donc, la médication que vous allez voir le plus souvent, c'est la levodopa ou levdopa. On peut avoir, j'ai mis les différents noms, Sinermet, Prolopa, Sinemet. C'est souvent combiné avec la carbidopa pour diminuer les effets secondaires, les nausées. C'est souvent la première ligne de traitement, puis ça agit ça sur la bradykinésie, la rigidité, les tremblements et la stabilité posturale. Donc, ce que je vous parlais, les effets secondaires, c'est les nausées, les maux d'estomac, la baisse de tension artérielle, la somnolence, les hallucinations. C'est surtout dans la période off de la médication qu'il va y avoir ce qu'on appelle des dyskinésies, qui sont en fait des troubles du mouvement. OK? L'autre traitement qu'on peut voir, j'en ai eu un client qui a eu la stimulation cérébrale profonde. Ça, c'est quand même de quoi qu'ils vont faire chez les jeunes. Ils vont mettre un stimulateur avec des fils électriques dans le cerveau. Puis cette opération-là, elle se fait pendant que la personne est consciente. C'est à peu près l'équivalent de 10 heures de chirurgie. Donc, la personne est assise et consciente. Puis là, ils vont jouer sur le cerveau. Puis ça prend quand même un certain temps avant d'ajuster le dosage. Il y a des risques à cette chirurgie-là. J'ai eu mon patient... au début, c'est seulement la raison pourquoi il l'avait fait, c'est que lui, il était jeune, il avait une dyskinésie qui était grave, puis il avait des périodes on-off très extrêmes, puis c'était un stade qui était avancé malgré son jeune âge. Mais il faut que la personne soit capable de subir cette chirurgie-là, étant donné qu'elle est longue. Puis après ça, il y a des risques, étant donné qu'on joue dans le cerveau d'une hémorragie, qu'on accroche un vaisseau, puis ça crée un AVC, puis ensuite, dès qu'on rouvre une structure, il y a toujours un risque d'infection. Donc ça, c'est une nouvelle chose que vous allez voir, peut-être la stimulation cérébrale profonde. Aussi, l'autre chose qu'on va essayer de faire, c'est la médication en continu. C'est que dans le fond, les gens, ils ont un genre de padget sur le côté pour diminuer les périodes on et off de la dyskinésie. Dans le fond, c'est qu'il y a toujours des faibles doses qui vont être remis continuellement. Plutôt que prendre la médication le midi, le soir, ben là, on va essayer d'avoir de quoi qui est plus en continu. Puis c'est injecté directement au niveau de l'instinct grêle par une petite sonde à travers la peau. Fait que ça peut être intéressant. Puis en général, c'est 18 heures, puis ils ont des cassettes à changer. Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ont des périodes off qui sont extrêmes, ceux qui ont des dyskinésies graves. Puis c'est un peu les mêmes effets que la médication. Il y a moins de dyskinésie. Des fois, le risque, c'est que le tube peut se boucher puis il peut quand même avoir des infections. Fait que c'est... on va proposer ça chez les gens qui ne peuvent pas avoir la stimulation cérébrale profonde. En général, nos gens très âgés peuvent avoir ça ou ils vont surtout avoir la médication. Mais en même temps, il y a d'autres traitements qu'on peut aller faire, qui est l'ergothérapie, parce qu'on va essayer d'adapter, avoir de l'aide au niveau des types de la misère ou l'appréhension. Donc, on va essayer d'avoir des aides à l'appréhension, des aides dans le quotidien pour au niveau des tâches de la vie quotidienne, de la cuisine adaptée, le domicile. Il va y avoir la psychologie, la neuropsychologie. On a parlé tantôt qu'une personne sur deux va vivre des symptômes de dépression. Le travail social, parce que s'il y a des changements à faire dans le milieu de vie, si la personne, son milieu de vie correspond. L'infirmière qui va suivre au niveau de la médication. L'orthophonie, eux, ils vont être présents parce qu'ils ont des troubles du langage aussi. Puis évidemment, la physiothérapie, nous, on a un gros rôle au niveau de l'exercice, l'éducation aussi. C'est vraiment un travail qui est interdisciplinaire au niveau des traitements pour le Parkinson. Donc, le but des traitements en physiothérapie, c'est qu'on veut retarder et minimiser les implications fonctionnelles de la pathologie. On veut aussi réadapter l'autonomie fonctionnelle, éduquer face à la condition, puis prévenir les chutes. Comme on vous en a parlé, les chutes, c'est de quoi de très, très fréquent chez les personnes qui ont le Parkinson à cause de leur démarche. Donc, si on vous demande ça pourrait être, c'est important de savoir c'est quoi l'objectif de la physiothérapie pour les gens avec le Parkinson. Donc, très important de connaître les objectifs. C'est ceux-ci.
Donc, au niveau des exercices, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une posture très en flexion. Donc, on va essayer de travailler des exercices en extension pour agrandir la personne. On va essayer de vraiment travailler des exercices de souplesse parce qu'il y a vraiment une tendance au niveau des fléchisseurs du cou et du tronc qui deviennent plus arrondis. Donc, on va essayer d'aller faire des étirements. En même temps, on va essayer de renforcer les extenseurs du dos pour qu'ils soient plus droits. On va aller travailler la proprioception, la rééducation à la marche aussi, utiliser des aides aux besoins. On va travailler différents types de marche. Marcher en levant les genoux plus haut. On a parlé un peu plus loin des types d'exercices à faire. J'ai aussi mis dans les documents de référence 2 liens très importants pour les types d'exercices à faire chez les gens qui ont le Parkinson. La dextérité aussi est très difficile et la coordination, je ne l'ai pas mentionné dans le PowerPoint, mais les exercices de coordination. Dans le livre de Manon Pilon, vous allez voir les différents tests de coordination. On ne les a pas vus en laboratoire, mais ce ne sont pas compliqués. Donc, je vous invite à aller voir dans le livre de Manon Pilon, que j'ai toujours la Bible au niveau des exercices, des tests pour en gériatrie. C'est des tests de coordination qu'on va faire souvent avec les gens qui ont le Parkinson, entre autres. Ce qu'on a marqué, ça c'est important de savoir, c'est quoi la démarche du Parkinsonien. Je vais vous mettre un lien dans les vidéos sur ici YouTube, le Parkinson démarche. Je vais essayer de vous mettre le lien aussi pour que vous ayez accès à cette vidéo-là. Ça serait important que vous regardiez à quoi ça ressemble un Parkinsonien. Dans le mini best test, on avait vu quelques exemples avec un des participants du vidéo du mini best test. Mais j'aimerais ça que vous analysiez la démarche. Donc, ce qu'on remarque, c'est souvent, le démarrage est difficile. Ils vont piétiner avant de démarrer, puis des fois, ça peut même bloquer. On voit que les balancements des bras sont diminués, eux, surtout d'un côté au début, mais éventuellement des deux côtés. Ils font des très petits pas. Puis, ce qu'on observe, c'est que tranquillement, leurs pas, des petits pas, c'est comme s'ils vont toujours chuter vers l'avant. C'est tout petits pas, comme s'ils allaient tomber vers l'avant. On appelle ça, ce phénomène-là, la festination. C'est le fait que les petits pas s'accélèrent, puis on a l'impression qu'ils s'en vont tomber vers l'avant. Aussi, l'autre chose qu'on observe, c'est qu'il n'y a plus de mouvement au niveau des ceintures scapulaires, donc c'est une démarche beaucoup plus rigide avec des pieds plats. Ce qu'on a remarqué, le demi-tour, si on le voyait dans le mini-best-test, ceux qui avaient du Parkinson, ils reprenaient le piétinement puis faisaient plusieurs petits pas. Au moment de l'arrêt, ça c'est très important parce que nous en physio, quand on fait marcher les gens qui ont du Parkinson, faites attention à la rétropulsion vers l'arrière. C'est que souvent ils vont se reculer vers l'arrière puis ils vont tomber sur le mur. Donc nous, quand on marche avec quelqu'un qui a le Parkinson, puis dans le monde idéal, si on peut aller au CHSLD, il y en a plusieurs qui ont le Parkinson, il faut être très prudent au niveau de nos arrêts de la marche pour s'assurer de la rétropulsion. Ou même quand on les fait lever dans le fauteuil, ils vont avoir tendance à retomber vers l'arrière. Puis, des fois, si on arrive au travers de des objets, on a le phénomène qui s'appelle le freezing. C'est que souvent, ils vont arrêter la marche ou les transferts s'ils arrivent au moment des objets. C'est très difficile pour eux de contourner des objets. Donc, ici, pour le lien, ça va être important d'aller voir la vidéo que je vais mettre sur le site de Léa. La rééducation de la marche. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit encourager une posture droite, de marcher le plus grand, de se faire grand, de regarder loin vers l'avant. Ils ont tendance à regarder le plancher. Pour favoriser le démarrage, souvent, des trucs qu'on leur dit, c'est imaginez que vous devez lever le genou le plus haut parce qu'ils sont pas capables de démarrer la marche. Donc, on va leur dire, imaginez que vous traversez un obstacle. Donc, ça va aider à partir ou lever la jambe plus haute. On va aussi encourager la longueur de pas plus longue. On va encourager à ce qu'ils aient poussé davantage leur orteil pour diminuer l'appui pied plat. Puis on va encourager le plus possible le balancement des bras. Des fois, on peut même mettre de la musique, marcher une démarche militaire. Donc, les exercices qu'on peut dire, on peut dire marcher sur place, reculer, en balançant les jambes sans plier les genoux, donc les jambes droites. Maintenant, en pliant les genoux, on plie les genoux plus haut, on lève les genoux vers l'avant. En marchant, en mettant le talon sur les fesses, donc en marchant sur la pointe des pieds, sur les talons, gardant les pieds vers l'intérieur, vers l'extérieur, marcher comme en canard versus les pieds vers l'intérieur, marcher sur une ligne droite comme sur un fil de fer. Puis on peut demander d'accélérer, ralentir la marche, passer par-dessus des obstacles. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça, regardez, ceux-là, c'est les deux derniers, c'est des éléments du mini-best test. Donc, on utilise souvent les éléments de nos tests d'équilibre comme éléments de traitement. Donc, je vais vous inviter à aller voir sur ces deux sites-là. OK, que j'ai mis en référence. J'ai aussi mis des documents de référence sur les types d'exercices pour le Parkinson. Puis c'est des exercices qu'on peut utiliser aussi pour d'autres problématiques. Donc, vous aurez comme devoir d'aller voir ces sites-là pour avoir davantage d'informations. Ensuite, je vous ai mis ici une liste d'exercices de proprioception debout. Souvent, on va essayer d'aller vraiment dans des exercices qui vont aller travailler au niveau de la coordination. Debout, les pieds au sol, balancés en avant, en arrière, le centre de gravité. Donc, on est comme debout, puis on va chercher à sortir du centre de gravité vers l'avant, vers l'arrière.
On peut essayer d'aller faire des mouvements de bassin un peu du type hula hoop, d'aller chercher avant, droite, gauche. Pourquoi qu'on fait ça? Pour la dissociation des ceintures. Taper les pieds au sol, droite, gauche, en suivant des rythmes. On peut aller chercher de la musique, des rythmes. Une jambe derrière l'autre à largeur des hanches, mais on peut juste tout simplement faire un peu comme au tai chi, un mouvement de balancier d'avant à arrière. Ça peut aider. On peut mettre les jambes plus proches, les jambes en lignée. On peut tout simplement se balancer d'une jambe, puis on peut rajouter, quand on est en appui sur une jambe, l'abduction de la jambe opposée. On peut mettre les bras croisés sur la poitrine. On peut fléchir une jambe puis essayer de garder l'équilibre. On peut essayer de mettre les bras comme Jésus, un peu en croix, là, puis essayer d'aller toucher au genou opposé avec la main. Donc, on met les bras vraiment comme une croix, puis on essaie d'aller chercher le genou opposé. On peut essayer de faire des balanciers en abduction, en adduction, tout en marchant. Donc, essayer de varier la démarche, avoir des démarches un peu drôles. On peut essayer de faire pivoter une jambe par-dessus l'autre en marchant. Ensuite, on peut essayer de faire de l'adduction de l'épaule, puis de l'adduction de la jambe du même côté en même temps. Donc, on va chercher la jambe vers. On essaie d'avec la main, par exemple, gauche, d'aller toucher l'épaule gauche, puis avec le talon gauche, d'aller passer par-dessus le talon droit. On peut taper les mains, donc on coordonne plusieurs mouvements en essayant de croiser une jambe par-dessus l'autre. On peut essayer de faire. On peut essayer de faire des squats avec les bras devant. On peut essayer de faire des déplacements en croisant les jambes. Dos au mur, juste ça, c'est un exercice de posture, d'essayer de se grandir. Puis tout simplement, face à un miroir, prendre conscience de la posture. Les exercices d'assouplissement, on va aller chercher des exercices surtout on peut aller en flexion, en rétraction, en rotation, en flexion latérale cervicale. On peut aller chercher des exercices de rotation des épaules, d'élévation. On veut vraiment aller chercher la dissociation. On peut aller faire de l'abduction, de la flexion, même de l'extension parce qu'ils sont très en position arrondie. On peut aller faire des rotations des bras avec 90 degrés d'abduction. Ça, c'est des idées. La DD horizontale des épaules. La prosupination. Puis des fois, on peut essayer de faire de la supination d'un bord, de la pronation d'un côté et vice-versa. Donc, ça fait en sorte qu'on fait une alternance entre les deux côtés. On peut faire de la flexion-extension des poignets. Fait qu'on peut faire de la flexion à droite, de l'extension à gauche et vice-versa. On peut aller chercher des flexions du tronc. J'irais même dire des extensions aussi, des flexions latérales. Puis on peut varier avec les mouvements des bras, des jambes. Main dans le dos, main derrière la nuque, toucher le plafond, flexion de la hanche, rotation de la hanche, extension du genou. On peut essayer de faire l'avion assis, debout. La flexion dorsale, la flexion plantaire, la cheville, les rotations. C'est une atteinte qui est systémique. Il faut aller chercher tout le corps. On peut aller chercher l'étirement du quad, des ischios, encore l'adduction de la hanche. Donc, il y a une perte de mobilité au niveau de plusieurs articulations. Fait qu'il faut être assez original. Vous allez voir dans les listes de documents que je vous ai remis, il y en a plusieurs. Encore là, on peut aller chercher des exercices de coordination. Comme je vous ai dit, allez voir dans le livre de Manon Pilon, les tests de coordination. Ça peut être important d'aller voir ça. On peut mettre les bras en abduction, puis on fait de la prosupination pendant qu'on a les bras en abduction, puis on peut ajouter une rotation cervicale du côté opposé en même temps qu'on fait la supination. On peut toucher l'épaule d'un côté en rajoutant la rotation cervicale de l'autre côté. Ce qui est important, c'est la combinaison des mouvements. Comme on peut combiner la flexion, toucher les épaules, tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre côté, lever un bras, baisser l'autre. La pronation, comme je vous disais, d'un bord, la supination de l'autre. On peut faire la flexion d'un bord puis l'extension des doigts de l'autre main. On peut faire l'abduction des doigts d'un côté, l'adduction des doigts de l'autre main. On peut faire de l'opposition des doigts en y allant, OK, premier doigt, troisième doigt. On peut taper sur les mains, taper sur les cuisses en levant la hanche. Donc, c'est tous ces exercices-là, la main sur l'épaule, en même temps qu'on fait de l'abduction de la jambe opposée. On peut tracer des triangles avec les pieds, des squats en tapant dans les mains. On peut faire l'étoile debout, c'est-à-dire en position debout, on met les bras écartés, puis on fait de l'abduction des mains et des épaules opposées. Excusez, ici, il y a une erreur, c'est mouvements de tai chi qui peuvent être intéressants aussi. Bon, en position chevalier, ça, c'est-à-dire le pied au sol, la jambe derrière, essayer de faire l'avion. L'apprentissage du relevé du sol est important pour les gens qui ont le Parkinson. On l'a déjà vu précédemment parce que c'est des gens qui chutent. On peut se mettre à genoux, s'asseoir sur ses talons, taper dans les mains, se déplacer sur les genoux vers l'avant, vers le côté. Assis, on peut faire les mouvements de cheville, même jambes allongées. On peut faire assis, jambes allongées, aller faire des flexions latérales du tronc avec les bras. On peut essayer de se déplacer au sol en levant les fesses.
On peut plier, déplier les genoux. On peut aller même vers le quatre pattes, avancer, reculer. Ça demande beaucoup de coordination, la marche à quatre pattes, donc c'est très intéressant. La position de l'enfant, c'est dans le fond, on est les fesses sur les talons, les bras vers l'avant. Donc, on est comme en position sur le ventre, mais en fait, on est assis sur nos talons, les bras vers l'avant. On peut aller mettre les bras d'un côté, les bras de l'autre côté. Poppy, ça, c'est sur le ventre. On creuse le dos. On peut y aller avec un oreiller en dessous du ventre parce que les personnes âgées sont très raides. Sur le ventre, on peut demander à la personne d'aller en extension des épaules ou simplement la flexion de la hanche sur le dos. On peut aller sur le dos chercher de l'adduction de la hanche ou sur le côté aller chercher de l'adduction de la hanche qui est en dessous. Le pont, coucher sur le dos, lever les fesses. On peut aller chercher coucher sur le dos de l'abduction, coucher sur le côté. On peut faire une rotation du tronc puis avec une élévation du membre supérieur opposé. Donc, il y a plein de mouvements qu'il faut aller chercher dans différentes positions. Au niveau de la dextérité, on va chercher beaucoup de l'ABD, l'ADD, l'opposition. Il y a du TheraBand qui est une forme de plasticine qu'on peut rouler, étirer, faire des boules. On peut aller faire pianoter les gens, un doigt à la fois, les deux mains pas en même temps. Ceux qui aiment faire du piano, ben, ça peut être une belle activité à faire avec eux. On peut aller chercher les mouvements du pouce dans toutes les directions. On peut aller chercher des exercices de préhension. On peut coller les doigts ensemble, bouger les poignets. On peut lever les doigts en fermant tous les autres. On peut aller faire de la flexion en isolant juste l'interphalangienne, en y allant avec la métacarpophalangienne, déchirer du papier. Donc, il y a vraiment plusieurs exercices. Là, je vous ai mis comme une liste de possibilités d'exercices. Ça serait important d'être en mesure de m'en donner plusieurs. Donc, c'est vos devoirs à faire pour ce cours-là. En fait, la question que je vais vous demander, c'est de me nommer les principaux signes du Parkinson et me donner 4 exercices de Parkinson que vous pourriez donner à un Parkinsonien. Donc, ça va être les choses que je vais vous demander dans le courriel pour idéalement le 1er avril aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel. Merci!